Tout de suite, il s'agit de maître Régis de Castelnau, avocat. Bonjour maître. Bonjour Alexis. Alors merci d'être avec nous. J'en parlais à l'instant, on pourrait commencer par ça. Est-ce que, la convocation de ces élections législatives avec un délai si court est légale et est-ce qu'elle pourrait être retoquée par le Conseil constitutionnel ou pas? Alors d'abord, merci de m'inviter. Deuxièmement, j'ai un petit souci. Il y a du soleil aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il fasse chaud là où je suis. Hein. On a toujours la goutte froide. Et donc j'ai un Velux juste au-dessus. Et si je le ferme, il fait nuit. Et si je le laisse ouvert, il y a un gros reflet de Non mais soleil. là, c'est très Hein. bien, l'image est très bien là, on Eh bouge bien, pas, c'est parfait. magnifique. Parfait. Alors, à la question que vous posez, Alexis, ma réponse va être en deux temps. Sur le plan politique, sur le plan de la légitimité de la décision, il y a beaucoup à dire, je pense qu'on va en parler. Mmh. Sur le plan juridique, elle est constitutionnelle. Elle est constitutionnelle. Alors j'ai vu que, comme d'habitude, un certain nombre de personnes se sont précipitées, la presse en raffole, comme c'est une période tout à fait chaotique. Ouais. On nous a annoncé qu'il y avait eu des recours de grands constitutionnalistes qui avaient, je veux dire, saisi la Jean-Jacques juridiction, Urvoas, voilà, notamment, ouais. hein, la juridiction administrative, euh, qui est, c'est-à-dire le Conseil d'État, qui juge les décisions de l'exécutif. L'exécutif a un pouvoir réglementaire, il fait du droit, et donc ce décret de convocation des électeurs, eh bien, il est soumis au contrôle éventuel du juge administratif. Alors, je n'ai pas vu les requêtes qui ont été déposées, mais mon opinion est, je dirais, pessimiste Ouais. sur le sort que connaîtra ce recours. Bon, je voudrais revenir un petit peu en arrière et parler du caractère régulier de la convocation des élections après la dissolution. La dissolution est un pouvoir discrétionnaire dont dispose le président de la République dans la Constitution de 58. Il doit d'abord prendre attache avec le président du Sénat et la présidente, en la circonstance, de l'Assemblée nationale, et ensuite il prend sa décision. Bien, Mmh. c'est la 6e ou 7e fois, je crois, que depuis 1958, il y a ainsi une dissolution. Donc, il use d'une de ses prérogatives. Il n'a pas à la motiver. Il n'a pas à la motiver juridiquement, on s'entend. Doit la Non. motiver politiquement, évidemment, mais il n'a pas à la légitimer juridiquement. Ensuite, la Constitution, dans son article 12, prévoit que les élections doivent se dérouler, il ne faut pas qu'il y ait une trop grande vacance du pouvoir, doivent se dérouler entre 20 et 40 jours. À partir du moment où le décret de convocation, c'est celui qui matérialise la décision de dissolution, à partir du moment où il est publié, pardon, c'est pas le terme promulgué, publié, au moins 20 jours avant le déroulement du premier tour, c'est juridiquement régulier, c'est conforme à la Constitution. Donc, on peut longuement commenter, je crois qu'il faut le faire, ce qui s'est produit dimanche soir, mais sur le plan constitutionnel, pour une fois, Emmanuel Macron respecte la Constitution. Alors, en ce qui concerne le recours, moi, je suis sceptique sur ses chances d'aboutir parce que le seul argument que j'ai vu, mais je n'ai pas vu la requête, je l'ai dit, le seul argument que j'ai vu, c'est que les conditions de précipitation, qui sont incontestables, les conditions de précipitation empêchent de rendre solide la sincérité du scrutin. La notion de Mmh. sincérité du scrutin est fondamentale en démocratie représentative. C'est un des piliers de ce système, c'est-à-dire que c'est la loi de la majorité. Celui qui a 50% des voix plus une voix, eh bien, il dirige pendant un mandat à durée déterminée. Et pour que la minorité l'accepte, il faut que l'élection ait été totalement régulière et totalement sincère. Quand on annule une Ouais. élection,
le motif, c'est que la sincérité du scrutin n'a pas été assurée. Alors parce qu'on a violé les règles de financement, parce qu'on a violé les règles de la campagne électorale, parce qu'il y a un écart des voix tellement faible qu'on pense que la sincérité ne peut pas être assurée, donc on l'annule. Là, on nous dit les conditions de précipitation vont empêcher la sincérité du scrutin. Je pense que c'est un petit peu performatif, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est précipité, mais cette sincérité, pour l'instant, rien ne dit qu'elle ne sera pas assurée. Je vais prendre juste un argument que probablement le gouvernement, pas le gouvernement d'ailleurs, l'exécutif défendra, c'est que une campagne très courte qui va faire 3 semaines, eh bien, tout à fait, mais ça fait 6 mois qu'on est en campagne. Et ça fait 6 mois que le scrutin européen a bien évidemment été un scrutin national. Il s'est même, grâce à l'agitation de notre président, il s'est transformé en référendum anti-Macron. C'est-à-dire qu'au départ, c'était pas pour, je pense au Rassemblement national, c'était pas gagné d'en faire un référendum anti-Macron. Macron, avec ses gesticulations, l'a lui-même transformé. Donc, la campagne électorale, elle dure maintenant depuis 6 mois. C'est un argument que j'avance, hein. On peut le contredire et tout, mais qui m'amène à considérer que je vois mal comment juridiquement et judiciairement, la juridiction administrative pourrait l'annuler. J'ajoute que l'opportunité politique, les magistrats peuvent se dire c'est déjà suffisamment le foutoir, hein, si on en ajoute encore un peu plus, parce que ça veut dire quoi, hein, ça veut dire qu'on l'annule et éventuellement ça oblige à ce moment-là l'exécutif à nouveau à les reconvoquer, mais il ne peut plus les reconvoquer pour le 30 juin, puisque il y aura plus le délai de 20 jours ne pourra même pas être respecté. Donc, quand est-ce que il pourrait le faire? Il devrait le faire à partir du moment où la convocation actuelle serait annulée. Il devrait le faire dans un minimum de délai de 20 jours. Ça va nous amener à quand? Ça va nous amener en plein Jeux Olympiques, en pleine vacances d'été, surtout les vacances du mois d'août qui sont celles où les Français qui ont la chance de pouvoir partir en vacances partent en vacances, etc. Donc, ce serait un foutoir encore plus grand et je doute que les magistrats cèdent à cette tentation qu'ils peuvent avoir, hein, parce que Macron se fout du monde. Oui, mais il se fout du monde. Mais pourquoi il choisit de dissoudre sur un scrutin européen qui ne change rien à la composition du Parlement européen, qui ne changeait rien à la donne en France? Enfin, je veux dire, c'est pas. Pourquoi ce choix maintenant? Moi, c'est ça qui pose question, y compris au sein des troupes macronistes qui se sont pris un gros coup de massue et qui s'attendaient surtout pas à ça, pensant finir tranquille une mandature en restant député ou ministre ou voilà. Mais pourquoi il fait ça? Quel est le calcul? Enfin, on peut pas savoir, on n'est pas dans sa tête, mais comment c'est possible qu'un seul homme puisse flinguer un pays de cette façon-là? Ah ben ça fait un moment qu'il le flingue, hein. C'est son Oui, je mandat. sais, mais ça fait partie des jouets qu'il veut utiliser. C'est-à-dire, il y a ça, mais il y a aussi le bouton de l'arme nucléaire, si on veut extrapoler. Il veut utiliser tous les jouets qu'il a. C'est dans le jeu. Alors, je constate à la lecture de la presse, j'ai vu un article dans le Figaro ce matin, je ne me rappelle plus de l'auteur, qui parle, oui, voilà ce qu'il veut faire sur les oppositions, il veut les coaguler ou que sais-je. Moi, je trouve que c'est un débat assez vain de chercher des raisons rationnelles dans les comportements d'Emmanuel Macron. Je prends mes responsabilités. Le seul domaine où il est cohérent, c'est son seul élément de cohérence, c'est l'application du mandat qui lui a été confié par les grands intérêts à l'occasion du coup d'État de la révolution de couleur de 2017, quand ce parfait inconnu a été porté à la présidence de la République par toute une série d'opérations, dont une opération judiciaire. Voilà. Je radote, vous le savez, Alexis. Oui, non, mais il y a des gens qui ont peut-être pas, des auditeurs qui ont peut-être pas lu votre livre, hein, Une justice politique, pour comprendre comment s'est fait Emmanuel Macron sur le pouvoir des juges, en quelque sorte, des juges issus de la Hollandie. Hein, Absolument, mais pas seulement, parce qu'il y a eu aussi une opération médiatique, il y a eu une opération financière. Enfin, je veux dire, c'est entre guillemets un complot,
une forme de coup d'État, oui, oui, une forme de coup d'État, avec une Ouais. intentionnalité déclarée. Mais ce qui est quand même assez fantastique quand on y réfléchit, c'est qu'on a vu débarquer un gars dont on n'avait pas la moindre idée de ce qu'il était. Ça, c'était la première caractéristique. La deuxième, c'est qu'il n'avait rien fait auparavant. Il n'avait jamais été élu, il n'avait jamais dirigé une entreprise, il n'avait jamais Ouais, milité, il n'avait jamais appartenu à un parti, il avait joué au tennis au Touquet avec c'est ça. Brigitte Macron, et il avait raté 3 fois le normal sup, il avait fini à la deuxième fois par intégrer l'ENA, et c'était quelqu'un qui portait beau, qui avait un certain charisme, semble-t-il, hein, et tout le monde, enfin les gens qui ont souhaité cette solution, parce que on peut citer des noms, hein, les Jean-Pierre Mmh. Jouyet, les Jacques Attali, Ouais, ouais. et quelque part François Hollande, ont jeté leur dévolu sur ce type. Faut rappeler que la fausse alternance, on avait eu Sarkozy qui est battu. C'est pas Mmh. Hollande qui gagne, c'est Sarkozy qui est battu en 2012. Ensuite, on a la calamiteuse présidence de Hollande et on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on fusionne centre-gauche, centre-droit et on fait l'hypercentre. Bon, on ne va pas revenir sur tout ce mandat qui a duré maintenant 7 ans d'Emmanuel Macron. Hein. On va constater simplement qu'il remplit le mandat que lui ont fixé les grands intérêts de ce pays, parce qu'il est choisi par la haute fonction publique d'État, mais il est adoubé par les grands intérêts et l'oligarchie qui se met Ouais. à son service, qui le finance et qui se met à son service. Donc, le problème, c'est qu'au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on a quelqu'un qui a des traits de caractère, qui a des comportements qui sont des comportements qui frisent ceux d'un psychopathe. Et donc, le mandat qui consiste à détruire ce pays, il l'accomplit. Il l'accomplit. Ah, Et, absolument. et d'ailleurs, il l'accomplit aussi en ne s'occupant pas, en ne traitant pas les vrais problèmes, qui sont ceux de l'effondrement de l'État, qui sont ceux de la destruction des services publics. On laisse filer ça au fil de l'eau. Et aujourd'hui, on a un pays en voie de tiers-mondisation et qui perd sa souveraineté, dont on nous dit que c'est l'Europe désormais qui va commander, à qui on est prêt à donner à laquelle on est prêt à donner notre arme nucléaire, notre siège à l'ONU. Donc voilà, c'est la France. Moi, un ami m'avait dit en 2017, tu ne reconnaîtras pas la France au bout du premier et éventuellement deuxième mandat de Macron. C'est vrai, c'est vrai. C'est terrible, c'est terrible et d'ailleurs, il y a cette, enfin l'idée de tout casser, hein, pour, reconstruire, on ne sait pas, enfin reconstruire si une Europe fédérale, et cetera, mais, là le dernière explosion, dernier saccage, c'est LR, les Républicains, qui ne survivront pas, aux 2 quinquennats de Macron visiblement. Alors ça, c'est attention. Hein, moi, je vais, je vais pas faire de prévision. On va Mmh. se livrer à un petit exercice prospectif, mais je reviens à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que Macron fait ça? Parce que la décision, on se dit, mais voilà, ils se veulent mettre du chaos. Qu'en est-il? Je pense qu'il y a une réaction sûrement d'amour-propre. Il y a une volonté de reprendre l'initiative, de se Mmh mh. redonner des marges de manœuvre. Le problème, c'est que c'est un piètre tacticien. C'est un Ouais. piètre tacticien. Parce que j'aimerais bien qu'on me définisse, et c'est le propre de l'analyse stratégique, j'aimerais bien qu'on me définisse quels sont les objectifs d'Emmanuel Macron. Et passer par Machiavel, c'est pas le bon chemin. Hein, Non. parce que moi, je partage votre sentiment, Alexis, je ne vois pas quels sont les objectifs. Alors, piéger parce que le Front National, pardon, décidément, le Rassemblement National dans un poste de Premier ministre, en s'inspirant des précédents de Chirac 86-88, Balladur 93-95 et Mmh Jospin mh. 97-2002, c'est à mon avis une mauvaise façon de présenter les choses. Mmh. D'abord parce que euh, la défaite de dimanche est véritablement sanglante. 15% des voix hein, pour Emmanuel Macron, parce que c'est un référendum sur Macron, ces élections. Ouais. Et, et ensuite, comment dire, le cas de figure ne peut pas s'inspirer des précédents historiques dont je viens de parler, c'est qu'il n'est pas renouvelable.
Il n'est pas renouvelable. Parce que si jamais, et on va y revenir, le Rassemblement national l'emporte, et tout seul ou avec une alliance avec certains LR, peut revendiquer le poste de Premier ministre. Ouais. Bien évidemment, ils vont être très gênés. Ils vont être très gênés. On peut en reparler. Mais lui, non renouvelable en 2027, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler pour Édouard Philippe, pour Gabriel Attal. Tous ses amis vont le lâcher parce que C'est déjà le effectivement, cas. Là, il y a une haine, y compris au sein du bien clan sûr. macroniste, de ce manager toxique qui a fait un plan de licenciement massif sans prévenir personne. Et on voit que, enfin, tout le monde est très énervé contre Emmanuel Macron, de Gabriel Attal à Yaël Braun-Pivet, en passant par tous les conseillers, et cetera. Ils perdent là tout ce qu'ils avaient et ils savent qu'ils ne seront pas réélus. La campagne Ah législative oui. va être encore un carnage de plus, hein, donc C'est un c'est quand même, carnage. On va pas pleurer, Alexis, hein, ah, pour ce qui je les ne pleure concerne. pas, je ne pleure Pour pas, ce je qui les reste concerne. humaniste, je tends Non, la mais main, je tends les mouchoirs, mais bon, voilà, c'est quand même un suicide politique incroyable. alors, imaginez, vous, un président de cohabitation, pendant ces 3 ans qui restent, Non, ces c'est 2 ans et demi beaucoup trop qui long. restent, hein, qu'est-ce qu'il va faire alors que il est pas renouvelable, plus personne ne lui parle, il est le loser qui a mis ce bazar, mais ça va être horrible. Un narcisse comme lui, avec son ego totalement hypertrophié et maladif, ça va être épouvantable. Ça va être épouvantable. Il va inaugurer les chrysanthèmes. Alors, il va commémorer. Il adore ça. Hein. Il doit être à Ah 30 ça, commémorations depuis le début de. l'agenda mémoriel, on appelle ça, hein. Ouais, Oui, ouais. oui, Et puis, mais ça. il y a la réouverture de Notre-Dame, peut-être une nouvelle renaissance, hein. Le moment où il a prévu de faire un discours même dans la cathédrale apparemment, Ah donc non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. eh Donc, ben, c'est alors, qu'est-ce qu'il cherche? Parce qu'il n'y a, pas 36 solutions. Et je ne vois pas de bonnes solutions. Sauf eh, jouer véritablement la carte du chaos, mais je ne le pense pas suffisamment habile. C'est un faux dur, c'est un faux habile, c'est un faux intelligent, c'est un fake président. Hein, on fait mmh. semblant depuis 7 ans d'avoir un vrai président. Toute la presse système est là. Bah, il y a Oui, le les président a institutions. dit. C'est-à-dire qu'il y a Macron d'un côté, mais il y a quand même les institutions de la 5e. Il a beau tout faire pour les saccager, elles restent quand même cas un cas, elles essayent de tenir. Donc c'est ça qui fait que je pense que ça s'est pas effondré encore plus rapidement. Mais globalement, c'est vrai que tout est faux dans la façon dont il présente les choses, dans la façon dont il choisit aussi de s'entourer de personnalités particulières. Et tout ça finit avec cette déroute annoncée en réalité. Alors, sur justement les objectifs, qu'il a essayé? Parce que si on regarde les conséquences prévisibles, Mmh. on raisonne. Je ne vois pas qu'en 3 semaines, il puisse y avoir un changement et que tout d'un coup, euh, on ait un redressement de renaissance et une majorité à l'Assemblée nationale. Hein, une majorité absolue mais c'est pas sérieux de le prétendre. Ça, Non. ça pouvait être un des objectifs. C'est pas possible. Deuxièmement, le Rassemblement national se retrouve avec, il faut 285 sièges, je crois, pour avoir la majorité, seul ou avec des alliés, et Mmh. il se retrouve avec 260, 270. Euh, il ne revendique pas le poste de Premier ministre et Macron est scotché. C'est Gulliver Ouais, attaché. Parce que ouais. qu'est-ce qu'il va faire? Il va nommer qui comme Premier ministre? Si le RN n'a pas la majorité, s'il appelle Bardella, l'Assemblée va le renverser. S'il appelle Jean-Luc Mélenchon, qui va peut-être profiter de l'occasion pour, je veux dire, ne pas faire la même erreur qu'il a faite en 2022, il va peut-être se récupérer un siège. À ce moment-là, c'est pareil, il sera renversé. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une situation de blocage institutionnel dans laquelle il sera, je veux dire, ce sera extrêmement difficile. Et on viendra Mais sur l'idée se soumettre ou se démettre. Hein. la démission, c'est ça. La démission, elle est possible, même s'il dit le contraire au Figaro Magazine, mais il peut jouer la carte de la démission Alors, et se représenter. Ça, ce serait alors, possible. attends, on va tordre le cou à cette hypothèse-là, hein, que j'ai avancée dans une vidéo lundi.
Ouais. parce que bon, j'ai une opinion là-dessus, mais après, sera-t-elle praticable? C'est pas sûr du tout. Mmh. Le problème, donc, première hypothèse, une assemblée ingouvernable. Comme elle est en Oui. partie gouvernable là, mais comme il l'a. Bon. Donc, il ne peut pas redissoudre avant un an. Hein. Ne pas oublier ça. Ouais, Il ne peut ouais. pas redissoudre avant un an. Donc, il est désormais privé de cette arme nucléaire. Donc, on en a déjà parlé, autre hypothèse, le Rassemblement national à la majorité. Mmh. Le RN prend le poste de Premier ministre dans une période extrêmement compliquée, mais va se retrouver dans une situation particulière quand même, dans une situation particulière parce que il n'aura pas les initiatives référendaires sur lesquelles il compte beaucoup pour un peu se protéger de l'Europe, par exemple, Oui, hein, oui. et il sera entouré, le gouvernement, dans son pouvoir d'initiative législative et dans son pouvoir réglementaire, donc il peut produire de la norme, il peut produire de la loi, eh bien, il va être dans une tenaille, il aura d'un côté le véritable législateur de ce pays qui s'appelle Laurent Fabius, Alain Juppé et compagnie, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, qui trouvera bien Ouais. dans son bloc de C'est bien de constitutionnalité. rappeler qui est membre du Conseil constitutionnel quand même. Ça se permet de poser les choses quand même. Et oui. Et de l'autre côté, toute sa production Ouais. réglementaire, les décrets, seront comment dire, annulés par les mêmes. Parce qu'il ne faut pas oublier, Mmh. j'ai cité les deux noms des politiques, mais le Conseil constitutionnel sont les conseillers d'État qui font le boulot. Et donc, on les retrouve dans le contrôle de l'activité réglementaire. Et là aussi, les pouvoirs dont disposera pardon, dont disposera le gouvernement seront, je veux dire, amoindris. Donc, Ouais. crise politique là aussi. Crise Donc politique donc dont quoi je ne qu'il vois en pas est, que... on va vers une crise de régime, enfin une crise Oui, des ah oui, institutions. on y est, on Quel y que est. soit le résultat, on va avoir de toute façon un souci majeur de gouvernabilité, c'est ça? Alors là, mais absolument. Je veux dire, on Mmh. va se retrouver avec un blocage institutionnel, là, parce qu'il est clair que le RN ne va pas se laisser faire. Hein, de se retrouver dans cette situation. Alors, j'ai parlé du Conseil constitutionnel, j'ai parlé du Conseil d'État, sans oublier l'appareil judiciaire. Vous avez Ah vu oui. le communiqué du syndicat de la magistrature hier, qui est une déclaration de guerre contre le Oui, Rassemblement national. oui, oui. C'est Là, inédit qu'il y a un syndicat c'est de magistrats qui prend incroyable. aussi ouvertement une position politique. Enfin, on savait, qu'ils étaient plutôt à gauche, mais là, c'est quand même inédit. Mais non, mais c'est incroyable. Ça Ouais. devrait entraîner la dissolution immédiate. C'est une officine politique, directement politique. Ils ont le droit d'avoir leurs opinions. Oui, Le oui, bien sûr. problème, c'est que aucune de leurs décisions, y compris de leurs expressions syndicales, hein, ne doit faire état de ces opinions. Or là, ils disent on va faire des manifestations, il faut tout faire pour que le Rassemblement national n'arrive pas à la tête du pouvoir exécutif. Non mais je rêve. Montesquieu, réveillez-vous là, parce que on a quand même quelques zigotos qui Ah, font l'esprit n'importe des lois. quoi. Hein, non, non, Mais mais c'est inouï, quoi. Ça, Mais il y a alors, pas que, enfin, parce qu'on parle là du syndicat de la magistrature, mais on a aussi, le CRIF, qui appelle à ne pas soutenir, ce front populaire parce qu'il y aurait la France insoumise, parti antisémite et cetera. Enfin, ça part dans tous les sens. Là, on alors, a mis le et la CRIF, laïcité de côté et la neutralité politique des magistrats de côté. Enfin, on a l'impression que tout est en train de partir, en cacahuète, exactement. excusez-moi de l'expression, mais on a c'est du grand n'importe quoi là, en ce moment, les déclarations des uns et des autres. Alexis, le CRIF, lui, c'est Mmh. une association. Il a communautariste. Oui, Soyons clairs, c'est une annexe de l'ambassade d'Israël en France. Chacun le sait bien. Mais voilà, lui, il peut s'exprimer en tant qu'il a une liberté d'expression qui est celle de la personne morale qu'il est, de l'association communautaire. Je vous y signale, compris politique, Alexis. c'est-à-dire qu'il peut prendre position lors Ah oui, d'élections, oui, oui, donc bien ça, c'est sûr, bien normal. sûr, bien sûr. Non, non, mais ça, vous pouvez. Ben, d'ailleurs, je vous signale que, on va taper sur toutes les religions, hein, on est Mmh. objectif, mon cher. Hier, Absolument, oui, le oui. recteur de la mosquée de Paris Oui, a dit qui ne avait jamais déjà voter pour les lancé un RN. message. Il l'avait déjà fait, hein. Ouais. À 8 jours des européennes, la conférence des évêques
hein, la troisième religion du livre, avait dit non, non, il ne faut pas être identitaire, vive l'Europe, l'Europe c'est la paix, von der Oh là Leyen là. est une sainte, et donc on va faire son C'est procès vrai, en c'est vrai. béatification. Saint Ursula d'ailleurs. Je caricature à peine. Saint Ursula. Sainte Non, Ursula. c'est quand même dingue, l'état dans lequel le pays se retrouve. Autre risque majeur, c'est, la dette évidemment et les Non, marchés qui vont en Alexis, profiter. Alexis, Oui, oui, désolé, après je vous, oui, je vous finissez. repasse la parole pour pointer le risque majeur. Oui. L'hypothèse d'une crise voulue, chaotique, euh, mise en place par Macron, ça lui est prêté, ça aussi, j'en sais, je ne suis pas Ouais, dans sa tête, moi. Et ouais. donc, et pour dire, voilà, c'est le chaos, c'est le bazar, il y a eu un attentat au moment des Jeux et tout. Moi, je n'ai plus les moyens avec cette chambre improbable que vous avez envoyée. Donc, je démissionne et je me représente. Et là, il y a débat. Là, il y Voilà, a... donc c'est bien Voilà. ça, la démission, elle est quand même probable, Alors, possible. Enfin, la c'est un scénario démission possible. avec pour se représenter. Alors, moi, Mmh. je considère que c'est possible. Le juriste que je suis, qui a une certaine expérience en matière institutionnelle également, considère que c'est possible. À partir de quoi? À partir de l'analyse que je fais de l'article 6 de la Constitution. Voilà, je dis c'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette Mmh. histoire des deux mandats? Nicolas Sarkozy, l'Américain, a voulu faire comme les Américains. Hein. Alors, Oui. je ne sais plus quel amendement de la Constitution américaine, je me demande si ce n'est pas le 22e, qui a été mis en place après les 4 mandats de Franklin Roosevelt, dit Mmh. que aux États-Unis, on n'a pas le droit d'accomplir plus de 2 mandats successifs. Ouais. Successifs, hein, on est bien d'accord. Bon, mais on ne dit pas si les 2 mandats doivent être complets dans la Constitution américaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Il y a un exemple historique qu'il faut prendre. Il y a un exemple historique, c'est celui de Lyndon Johnson, qui devient président le 22 novembre 63 avec l'assassinat de Kennedy. Hein, tout le monde se rappelle, pour les plus anciens, de la prestation de serment dans l'avion sur la Bible. Il se représente en 64, il est élu, et en 68, il s'apprête à se représenter, et finalement, il renonce à cause de la guerre du Vietnam. Et parce Mmh. qu'il était fatigué, je pense malade, il est mort en 73. Donc, Enfin, il était en pleine forme comparé à Joe Biden, hein, ah, mais ça, c'est clair. Mais la médecine, a fait beaucoup de progrès, c'est vrai, c'est oui, vrai. oui, oui, la gérontologie a peut-être fait des progrès. Donc, mais il aurait fait plus de 2 mandats successifs. Il aurait Mmh. fait un bout de mandat et ensuite 2 autres complets. Alors, Mmh. que la Constitution française, elle est mal foutue. La réforme qui a été voulue par Sarkozy a été assez désinvolte. Donc, première ligne, le mandat du président de la République dure 5 ans. Voilà. Le mandat du président de la République, c'est 5 ans. Nul ne peut accomplir 2 mandats successifs. Mmh. Donc, il n'y a pas marqué 2 mandats de 5 ans successifs. Alors, il y a une petite référence, c'est en Polynésie, il y a une constitution polynésienne, puisqu'ils ont un gouvernement particulier, c'est un territoire de la République, et Ouais. donc on peut accomplir plusieurs mandats successifs si l'un d'eux n'a pas été complet, parce que c'est la rédaction de la constitution polynésienne le permet. Là, c'est l'ambiguïté, parce qu'à partir du moment où vous faites une référence au mandat de durée 5 ans, et qu'ensuite vous dites vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats, c'est bien 2 mandats de 5 ans successifs. Mmh. Donc, si il démissionne et qu'il se représente, alors ce serait une manipulation. Bah oui. L'article de la Constitution devrait être immédiatement réformé. Mais pour réformer la Constitution, pour faire quelque chose de clair, c'est pas facile. Alors, là, il y a un trou. Moi, me semble-t-il, il y a un trou. Et je comprends très bien qu'on soutienne une position juridiquement inverse de celle que je soutiens. Mais elles sont plausibles toutes les deux. Mais est-ce Alors, que justement, là, Emmanuel Macron,
prêtons-lui un plan incroyable. Il veut montrer par A plus B que l'Assemblée nationale, ça sert vraiment à rien. On l'a compris déjà, sa pratique du pouvoir. Il a horreur de la délibération de l'Assemblée nationale. Ce qu'il voulait, c'était une majorité absolue et basta. Donc là, il prouve que ça ne fonctionne pas. Il démissionne et il porte un projet de 6e République. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui pourrait arriver en disant, voilà, écoutez, ce qu'il faut maintenant, et je serai à la De Gaulle, porteur d'une nouvelle République, la 6e, avec tout ce qu'il faut. Alors, moins de députés, moins de sénateurs, peut-être même suppression du Sénat, après tout, c'est tellement embêtant. Tous les contre-pouvoirs qui tombent, etc. Et encore davantage d'hyper-présidentialisation, puisqu'il se rêve empereur, empereur de l'Europe. Est-ce que là, il n'y a pas un risque, justement, de ce plan-là qui germerait, ou qui est déjà là depuis le choix très préparé d'annoncer la dissolution, pour arriver à ce scénario et dire il est temps de changer les institutions? Alors, vous dites une chose importante, Alexis, c'est que c'est pas une décision tombée du ciel dimanche soir face au résultat. Faut pas croire. Mais elle n'est pas si ancienne que ça. Parce non, que il sait quand même, peut-être même moins, il a quand même réussi à transformer cette élection européenne, ces élections européennes, en référendum anti-Macron. Il s'est bien dépensé, hein. Il a été faire ses commémorations, il est intervenu, débat Attal Bardella, Attal rentrant dans le studio de radio pour humilier Valérie Hayer. Ensuite, la fameuse émission en pleine campagne électorale, tout le monde a dit, mais attendez, il y a un problème quand même là. Attendez, c'est une élection européenne, donc faut peut-être arrêter. Il a tout fait pour dire c'est Macron qui se présente. Bon, on a vu le brillant résultat. Alors, ça nous amène aux obstacles qui se dressent devant cette manipulation. Il n'en a aucun moyen politique. Alors, d'abord, juridiquement, comment ça se passe? Il démissionne, et puis, donc, Gérard Larcher s'installe à l'Élysée, avec, à mon avis... Quel moment formidable, quel grand moment historique. Oui, sauf que il va y prendre goût comme Alain Poher en 69, et il va se présenter. Moi, je pense qu'il se présenterait si c'était le cas. Bon, et donc, ce qui constituerait, je veux dire, un vrai problème pour Macron quand même. Donc, il dit « je démissionne » et il se représente. Il doit donc déposer une candidature au Conseil constitutionnel qui vérifie la recevabilité des candidatures. Les parrainages, les ci, les là, etc. Donc, ça demanderait quand même une décision du Conseil d'État. Et le Conseil d'État, à mon avis, malin, pas le Conseil d'État, je dis Conseil constitutionnel, pardon, j'insiste, Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, malin, dirait pas recevable. On a l'interprétation contraire de celle que j'ai présentée. On ne peut pas, il y a 2 mandats successifs, donc on ne peut pas. On ne peut pas faire cette opération de manipulation. Alors là, il pourrait faire un recours contre la décision du Conseil constitutionnel, mais qui serait naturellement confirmé par la juridiction administrative. Donc, je pense qu'il y aurait déjà un premier obstacle. Puis, il y en a un deuxième politique, Alexis, il se ferait écrabouiller. Il faut être clair. Il se ferait écraser. On va faire une réforme, je suis de Gaulle, je suis ci, je suis là. Non, attendez. Il finirait comme Defer et Mendès France en 69 à 5%, quoi. Donc, là, en fait, il a acté sa défaite politique et il se dédouane d'une certaine façon de son bilan, non? Avec cette dissolution, c'est pour lui un point final en disant non, vous ne croyez pas? Non, je ne crois pas, Alexis. Ça peut être, c'est une hypothèse qu'il est légitime d'avancer. Moi, je pense qu'il est totalement narcissique. C'est un psychopathe, hein, et je crois qu'il est là. Et il se dit, je vais reprendre la main, je suis le meilleur, je suis le plus beau. C'est les effets de cour, Alexis. Moi, j'ai beaucoup fréquenté la sphère politique. Hein. Toute ma première partie de vie politique, c'était militant. Et après, y compris au plan international, avec le Parti communiste, à l'époque où c'était quelque chose. Et puis ensuite, j'ai donc dirigé un cabinet qui travaillait pour la sphère publique. L'effet de cour, c'est meurtrier. C'est meurtrier. J'ai toujours vu ceux qui étaient en difficulté, ceux qui étaient pourvoyeurs
de postes, pourvoyeur d'avantages, être entouré de gens qu'il est coupé complètement du réel. Alors comme lui, il a déjà des aptitudes initiales très fortes pour se prendre pour ce qu'il n'est pas, les effets de cour ont dû jouer à fond. Parce que Emmanuel Macron, en dehors de l'idéologie néolibérale de destruction de la France, c'est pas un mouvement politique structuré. Si quelqu'un essaie d'identifier une idéologie, elle est très très faible. Donc l'adhésion, c'est une adhésion de carrière. Ce sont des ambitieux. C'est du statut. Là d'ailleurs, tu parles de la cour. Elle arrive en ce moment au pavillon Cambon-Capucine, où Macron va prendre la parole pour une conférence de presse. Alors, il a convié tout le gouvernement. Tous les journalistes de cour sont présents également. Pourquoi il fait ce choix de ne pas le faire à l'Élysée? C'est quand même étonnant, non? Bah, il se met en scène, comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Hein, Non, mais je pense c'est une perte de temps maman a incroyable. dû Ouais. dire, la prof de théâtre a dû dire, faudrait le faire comme ci et comme ça. Parce que le Ça message, c'est devient, ça tourne hors au ridicule. Élysée, c'est ridicule depuis longtemps déjà, mais malheureusement, on est coincé là-dedans. Et que faire? La question que posait Lénine. Que faire quand on se retrouve face à des responsables politiques aussi irresponsables? Alors, que faire, disait Lénine. Moi, je vais reprendre deux citations de Lénine, hein, pour rebondir, avec ce que vous dites. Euh, le, Lénine, il disait, il y a des décennies où il ne se passe rien et des semaines qui sont des décennies. Accélération de l'histoire. Il y en a Là, une c'est belle. clairement ce qu'on vit. Ouais, ouais. On vit une crise de Ouais. régime qui s'est accélérée. Là, les semaines qui viennent, il y a une vraie accélération. Et dire dans quel état sera la France au 1er septembre, moi, je mise pas un sou là-dessus. Hein. Je préfère Alors aller jouer. déjà qu'on passe les JO, hein, sans événement majeur. Et comment va-t-on Déjà, les passer, hein, sans ministre de bah, l'Intérieur et tout non, oh mais mon c'est Dieu. incroyable, Non, mais incroyable. c'est hallucinant. Je, Alors, je, ouais. donc, euh, la deuxième citation, c'est la révolution, c'est quand le sommet ne peut plus et que la base ne veut plus. Bon, hein, Ouais. voilà, trois citations de Lénine d'un coup, hein, faut le faire, Alexis. Et donc, Bravo. hein, oui, il y a une situation. Alors, c'est pas la révolution française ni bolchevique, hein, russe. C'est une situation où justement on peut se retrouver avec une France au mois de septembre, octobre, novembre, très différente au plan institutionnel et politique de celle qu'on a sous les yeux maintenant, avec Ouais. ce cas particulier, avec cette anomalie politique qu'on a depuis 7 ans avec Emmanuel Macron. Donc, oui, on a une situation qui peut tourner vers, enfin, je veux dire, basculer dans une forme de chaos. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le monde entier regarde chez nous, enfin le monde entier, les chancelleries, les dirigeants, dans une situation internationale qui est particulièrement tendue, on est ridicule. Oui, mais on peut rien faire malheureusement, on est Oui, coincé. oui, mais c'est le problème, le verrou, c'est Emmanuel Macron. Alors, si vous me Ouais. demandez mon avis là, moi je dis, il faut absolument se débarrasser de cette hypothèque. Et quand je parle d'hypothèque, c'est le personnage, mais tout le système qu'il a mis Mmh. en place et qui est en train je veux dire, de se fissurer, qui est D'éviter vermoulu, complètement. Ouais, évidemment. Donc, ouais. il faut vraiment qu'on s'en débarrasse. Bah, ça va être difficile, enfin si, je pense déjà que les législatives vont être une première étape pour, effacer, la Macronie de l'échiquier politique, mais elle survivra, hein, dans d'autres partis, Horizon notamment, je pense, le MoDem et autres. Et puis après, il y a, la suite, hein, Emmanuel Macron, et sa carrière internationale, hein. On lui prête quand même des velléités pour, une construction européenne politique et là, c'est encore plus dangereux pour la France. Alors, là-dessus, moi, bon, toujours un peu de prospective, doigt mouillé, hein, Ouais. et prudence. Hein. Si ce que je vais avancer là ne se réalise pas, hein, j'aurai toutes les excuses, hein, mon cher Alexis. Hein, bon, parti comme c'est, je pense que le Rassemblement national va l'emporter. Il va l'emporter, il aura, Ouais, d'après ouais. moi, hein, alors si je peux me tromper, quand on voit par exemple en 2022 mon ami Hervé Lebras dire bon, le RN n'aura jamais plus de 10 députés, il en a eu près de 100. Hein, donc, et pourtant, s'il connaît bien sa carte électorale,
Hervé, c'est quelque chose. Bon, donc, je pense qu'ils vont l'emporter. On a un électorat très structuré. Ipsos a sorti un document très intéressant. 54% des ouvriers votent pour le Rassemblement national. Ouais. Au parti, au vrai parti, on n'a jamais eu ces scores-là. Hein. Même quand on Parti faisait communiste, 26% des voix. Hein. ouais, Donc, on est loin, voilà. ouais. Donc, le Parti ouvrier aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. C'est évident. Alors attention, c'est pas un parti ouvrier dans ses militants, dans ses, ni dans son électorat. idéologie. Hein. Ouais, Oui, absolument. C'est un parti, son électorat est ouvrier, les employés ils sont très forts. J'ai vu ça m'a un peu étonné. Les retraités CSP-, les CSP+, continuent à voter pour le bloc élitaire, pour Macron, et les CSP-, ont rejoint le Front National, décidément, le Rassemblement national. Et donc, donc je pense qu'ils vont l'emporter parce que en 2022, au premier tour, ils étaient présents, ils ont pu se maintenir dans 200 circonscriptions. Ils en ont remporté la moitié. Là, avec la façon dont ça se joue, avec leur implantation, il suffit de regarder une carte, voir où ils sont arrivés en tête. Il y a 7 départements où ils n'étaient pas en tête. Il y a toutes les chances pour qu'ils soient présents dans toutes les circonscriptions. Donc, penser qu'ils peuvent faire plus seuls ou avec des alliés, qu'ils peuvent faire plus de la majorité absolue, je pense que c'est quelque chose de réaliste. Et surtout, surtout que le macronisme et le système continuent à taper comme un sourd sur la gauche. Les antisémites de LFI, etc., etc. Ça, c'est clairement la ligne numéro 1 Non, mais c'est complètement idiot. C'est complètement idiot parce que ils vont réussir à faire qu'une chose, c'est que la gauche va essayer de se rassembler pour éviter la casse. Il y aura de la casse. Et on va se retrouver dans énormément de circonscriptions avec RN, Front Populaire, puisqu'il s'appelle désormais comme ça. Hein. Un candidat de gauche, là, un candidat de RN. C'est quand même un boulevard pour le Rassemblement national. Alors, à propos de cette soi-disant union de la gauche, dont tout le monde sait bien qu'elle est divisée, je voudrais... Bon, c'est une provocation, hein, Alexis. Donc, oui, on aime ça. Allez. C'est une provocation que je vais faire là, mais pour m'amuser et pour me faire un petit plaisir. Hein. Là, qu'est-ce qu'on entend? Glucksmann dit oui, il faut Laurent Berger, donc le syndicaliste jaune pour moi, comme Premier ministre, et puis les autres, le Front populaire. Et il y en a qui, sur les réseaux, c'est impressionnant, qui pensent que le Front populaire, regardez, on avait mis Léon Blum qui a inventé le Front populaire. Non, 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 chers amis, chers camarades. Celui qui a inventé le Front populaire, il s'appelle Joseph Staline. C'est en 1934, le grand virage de l'internationale communiste. Hein. Donc, qui décide? Alors, c'est Dimitrov qui a porté ça, qui décide d'abandonner la lutte classe contre classe au regard de ce qui s'était passé en Allemagne et qui préconise, et tous les partis communistes s'alignent, la stratégie, en Espagne, partout, la stratégie de Front populaire. Donc, rendons à César ce qui appartient à César. Le Front populaire de 1936, c'est Joseph Staline. C'était une provocation, j'avais prévu. Le Parti socialiste appréciera, tout comme Raphaël Glucksmann, évidemment. J'avais prévenu. Non, mais c'est très bien, parce que moi, je trouve que ce choix de nom du Front populaire n'est pas de bon augure, compte tenu de la situation en Europe, etc. Il y a quand même, on aurait pu trouver, je ne sais pas, Alliance populaire, Union populaire, enfin d'autres termes, que reprendre un terme historique pour une réalité qui est loin de coller à celle de 36. Enfin, je ne sais pas pourquoi ça a été choisi finalement. La NUPES, par exemple, c'est joli. C'est chouette, la NUPES. Ça fait pneu si on... Enfin, on peut jouer avec les lettres, on peut faire... Ça fait... C'est vrai que la NUPES... Et Alexis, on se marre, mais c'est pour ne pas pleurer, hein, parce que l'état de mais moi, oui. pays...
C'est le choix que j'ai fait, ici, au monde moderne. On préfère en rire plutôt qu'en Et pleurer c'est parce que sinon, ce serait des rivières de larmes. Bon, on attend, hein, la prise de parole de notre président roi, mais ça tarde à venir. Visiblement, tous les journalistes sont parqués là au pavillon Cambon où il va, je ne sais pas quoi dire, hein, puisque la question c'est: «Pourquoi a-t-il dissolu? Était-ce un choix, suicidaire ou un jeu?» ou voilà, donc on attend la Mais prise de parole de Macron. Alexis, je reviens à l'élection législative, aux élections législatives au pluriel, Ouais. bien sûr, c'est que Macron est quand même très fort. Après avoir transformé les Mmh. européennes en référendum anti-Macron, là, il Ouais. annonce qu'il va intervenir 3 fois par semaine pendant les 3 semaines qui viennent. Hein, Non mais c'est pas c'est bon. possible. Non mais ça, c'est Écoutez, pas possible, Rassemblement national, surtout, Ah. ne dépensez pas trop d'argent, n'imprimez pas d'affiches, ne faites pas de meeting, ça va servir à rien. Vous aurez comment dire, un propagandiste pour le vote RN 3 fois par semaine sur C'est les. ça. C'est-à-dire, il comprend pas que chaque fois qu'il prend la parole, en fait, il fait C'est campagne pour le dingue, camp d'en face. C'est c'est dingue. dingue. Personne peut lui dire, en fait: «Ferme ta gueule». Non, mais Non. c'est pas compliqué quoi. Enfin, monsieur le président, taisez-vous s'il vous plaît. Bah, c'est pas même Édouard Philippe a dit: «Ce serait bien qu'il ne fasse pas campagne parce que moi j'ai intérêt à faire campagne pour mon parti Horizon». En tout cas, c'est assez formidable ce qu'on voit en ce moment. Je suis interloqué comme la plupart des Français. Et l'idée, c'est bien sûr de passer de la situation de spectateur à acteur, hein, en actant le fait qu'il faut changer de temps politique et arrêter avec ce moment macroniste qui a vécu. Hein. Vous parliez de la dette tout à l'heure, quand je vous ai Oui, interrompu, bah oui. sur cette échéance-là. Et ça nous ramène à cette idée de chaos et Mmh. d'une tentative de Macron de se présenter comme celui qui peut le maîtriser. Donc je vous repasse la parole sur la J dette. Effectivement, on a un sacré problème. On a un énorme problème en fait, les 3 000 000 de Bruno Le Maire qui était gestionnaire de la dette, hein, qui, rassurait les différents, agences de notation et cetera. Mais le mur qui va tomber sur peu importe, qui sort des urnes, en juillet, c'est le budget. Le vote du budget en fin d'année, c'est un budget impossible. Tout le monde le sait. Alors Bruno, était passé maître dans l'art du mensonge et de la dissimulation, hein. L'accident de 21 milliards, oups, j'ai pas vu venir. Là, tout le monde sait, il n'y a pas de moyen de maquiller les comptes, qu'il va falloir, continuer une politique d'austérité encore pire que celle proposée, par Bruno Le Maire et Emmanuel Macron et personne peut en réalité porter ça devant les Français, sans être sanctionné immédiatement et ça, je pense que le un des pièges, il est là aussi, se défausser sur ce bilan, économique, et financier calamiteux. Alors, on va avoir une sanction hein, de la Commission pour notre Ouais, budget. Hein, donc, on va encore nous réclamer de l'argent. Je signale, c'est pour ça qu'il faut se débarrasser de ce système Macron, parce que c'est pas possible. On a, ouais, la semaine qui non, précède les élections européennes, on a Macron qui annonce qu'il va continuer à donner des milliards à l'Ukraine, qui c'est va dingue. donner une partie de notre aviation, parce qu'on a une aviation avec Rafale et Mirage Rage, 2005 ouais. adaptés, il va les donner ou il va les vendre, mais ils ne seront jamais payés, on le sait très bien, c'est un État failli. Mais il passe son temps à dépenser l'argent des autres pour pouvoir faire le kéké et aller C'est impressionnant. faire des interventions dans le cimetière américain de Colville, où il fallait qu'on soit, hein, je suis bien d'accord, mais, Non, mais bien sûr, mais qu'il arrête, quoi. Enfin, je veux dire. Et il envoie des soldats. Là, mais ça coûte de l'argent, ça. Ça coûte très bien sûr, cher. Et beh alors, oui. outre les risques qu'il nous fait prendre, stupide, alors que 75% des Français disent mais il n'est pas question qu'on aille là-bas, ça ne nous concerne pas, même si ils sont critiques sur l'intervention russe en Ukraine, mais enfin, débarrassons-nous de ce type. Enfin, c'est un Mmh. vrai. Et au-delà de lui, de son système, de ce qu'il a mis en Ouais. place. Bruno Le Maire, Nono le neuneu, qui vient, j'ai sauvé l'économie française. Mais c'est pas Oui, possible, ça fait 7 ans si, qu'il est là. bah si, J'ai bah mis l'économie de la Russie à genoux, euh, je vais mettre. Et 2 ans après, alors que c'est exactement le contraire, que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international disent, ça y est, complètement. la Russie, elle est en guerre quand même, en partie. Hein, et, la Russie est passée devant le Japon.
sur le Mmh. plan du développement industriel, du développement économique. C'est devenu la quatrième Non, non, puissance mais industrielle du monde. On doit être 11e. Et donc, il vient dire, je persiste et signe. Il faut se débarrasser de tous ces gens. C'est pas possible. beh, c'est ce qui va se passer, je pense, aux législatives, hein, mais avec quand même une réalité, triste d'un pays en faillite, et là, le politique peut pas faire grand-chose malheureusement, ça va être très long. Moi, c'est ça, je pense, le risque principal de déception, hein, au-delà du vote, libérateur d'une certaine façon, il y aura derrière la déception de se rendre compte que le mal est profond, et qu'effectivement, on est bien incapable de dire, à quoi ressemblera la France, au 1er septembre et puis au 1er janvier et puis voilà. Il y a cette incertitude-là qui est palpable aujourd'hui. Ouais. Mais Voilà. comme quoi, je termine cette émission, enfin, si tant est qu'on soit sur le point de la terminer, mon Oui, oui, cher absolument. Alexis, On hein, va enchaîner, avec un moral plus bas qu'il était au départ. Hein. Donc, mais non, je Régis, vais être on avec Alexis, on va un peu rigoler et tout. Puis là, après avoir passé tout ça en revue, je me dis, on n'est pas sorti des ronces. Hein. Oh là là. non, on n'est pas sorti des ronces, mais on va tout faire, pour, s'en sortir. Je crois que ça sonne aussi un réveil politique de certains citoyens qui pensaient que la chose politique n'était pas, à leur portée. En réalité, si et c'est la preuve que, voilà, il ne faut pas être spectateur, mais plutôt acteur, quand on a de si mauvais acteurs qui sont les représentants, officiels des Français. Voilà, merci beaucoup, Régis Castelnau Ça d'avoir a été été un avec nous plaisir. pour discuter de ce moment. Nous, on va enchaîner, avec, l'allocution, hein, de notre cher président dans un instant au pavillon Cambon et puis je dois finir cette revue de presse, puisqu'il y a encore, Vas-y. quelques infos, notamment sur l'Ukraine et la guerre des drones. Une guerre particulièrement horrible, c'est en fait un terrain de jeu incroyable pour tester les nouvelles technologies, de la guerre avec des drones de plus en plus autonomes. Voilà, on en parle dans un instant. Merci beaucoup et on continue nous de notre côté. Au revoir Régis, à Salut! bientôt.